Vincent Dimino. Bonjour. J'avais beaucoup aimé votre première trilogie thriller à connotation fantastique, Instinct, qui traitait plutôt des loups-garous, et vous continuez maintenant avec Réseau, dans la veine du thriller, mais là nous passons à une anticipation très proche. Oui, en fait, je me suis rendu compte en écrivant Instinct que j'écrivais un thriller. J'en avais pas conscience au tout début. Pour moi, j'écrivais un roman fantastique. Et puis, je me suis rendu compte que le rythme était celui d'un thriller et que c'était ce rythme-là que j'aimais. Écrire des livres dont on a envie de tourner la page suivante et dont il devient impératif à un moment de tourner la page suivante pour connaître la suite. Et j'ai eu envie de m'attaquer au monde réel. Donc, c'est un monde le monde de Réseau, qui est ce nouveau roman, est un monde qui a 3 ou 4 ans de plus que le nôtre, mais on est vraiment dans de l'anticipation très proche. C'est pas de la science-fiction, c'est du thriller, un pur thriller qui parle de notre époque. Oui, et vous nous livrez là un thriller haletant et qui commence très fort avec une scène d'ouverture qui nous plonge immédiatement au cœur de l'action avec ce rêve qui est mis en ligne par Sixtine sur ses réseaux sociaux. Voilà, alors Sixtine est une jeune fille de 15 ans qui vit à Bruxelles, qui est une jeune fille assez brillante, mais dont les nuits sont traversées de cauchemars effrayants. Et l'un des personnages principaux de Réseau, c'est un réseau social, le Dreamcatcher Book, un réseau que j'ai inventé, sur lequel on dépose ses rêves et ses cauchemars, sur lequel on raconte ses nuits, évidemment en les enjolivant, en mentant, en les enluminant aussi. Sauf que Sixtine, elle, n'a pas besoin d'enjoliver ou d'enluminer, puisque la réalité de ses nuits est purement effrayante. Et ce que racontent les 2 premiers chapitres de Réseau, c'est d'une part ce cauchemar qu'elle poste, et d'autre part un film qu'elle reçoit quelques mois plus tard, qui ressemble à un snuff movie, c'est-à-dire à la mise en scène et à la réalisation d'un crime qu'aurait inspiré son cauchemar. Et voilà comment commence l'action de Réseau. Et à partir de là, nous rentrons dans une action qui est très rythmée, très découpée, très rapide, en temps réel quasiment, et qui se déroule principalement à travers donc ces réseaux sociaux et la communication qui peut se faire, l'utilisation qui se fait de ces réseaux sociaux. Oui, ce qui m'intéressait dans le roman, c'est qu'on ait vraiment ce double jeu entre les gens qui se connaissent sur les réseaux sans se connaître dans la vie, et parfois en ignorant même qu'ils se connaissent ou qu'ils se lisent, et puis une réalité plus incarnée, plus réelle dans nos rues, dans nos villes, qui fonctionne sur le même mode, c'est-à-dire où des gens parfois se croisent en ignorant qu'ils se connaissent, mais d'avoir ce double jeu-là et d'avoir dans les 2 dimensions, à la fois virtuelle et réelle, un thriller. Donc d'avoir 2 thrillers en un qui parfois se croisent, mais qui parfois n'ont rien à voir. Double jeu qui est à la fois sur les personnes d'une part, mais aussi sur la distinction qui devient floue entre la vie, entre guillemets, réelle et la vie sur le net, avec ces actions. Vous utilisez en particulier beaucoup le concept de flash mob pour pouvoir manipuler la réalité. Vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus là-dessus? Je crois que on a l'habitude de distinguer la vie réelle et la vie virtuelle. Je crois que quand on passe plus de 2 heures par jour sur un écran, qu'on y raconte sa vie, que ça interfère, que ça rebondit dans la vie, quand on y déclare ses amours et qu'ensuite on les vit, quand on y fait la publicité de tel ou tel aspect de sa vie, ça devient de la vie réelle. La plupart des gens aujourd'hui ont une vie réelle sur les réseaux. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est comment les réseaux peuvent permettre de mettre en scène sa vie,
mais aussi parfois de provoquer quelque chose, dans la vie réelle, et comment aussi ils permettent de manipuler les autres, ceux qui nous lisent, mais éventuellement même soi-même. Comment on finit par croire à nos mensonges. Voilà, c'est un peu l'histoire que je voulais raconter. Évidemment sur le mode du thriller, donc effectivement, sur Facebook il y a quelques années on convoquait les gens pour des apéros géants, ce qui a posé problème. Aujourd'hui, sur le Dreamcatcher Book, quand on convoque les gens, c'est pas seulement pour prendre l'apéro, mais c'est éventuellement pour prendre d'assaut tel ou tel bâtiment public, ce qui crée des choses assez intéressantes. Tout à fait. Et avec des armes qui peuvent être soit fausses, style paintballs, soit vraies. Et c'est cette ambiguïté qui fait la guerre. À quel moment le fait de mimer la guerre est une guerre en soi? À quel moment le fait de mimer la menace devient une menace? C'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, le simple fait de montrer qu'on a la capacité de menacer devient en soi dangereux. Voilà, moi ça m'intéresse que mes personnages, en brandissant une arme factice, deviennent terroristes. Oui, effectivement, ne serait-ce que brandir une arme factice devient un acte terroriste. Et là, nous rentrons dans un autre aspect de votre roman, qui est tout cet aspect de manipulation et de désinformation à travers ce qu'on peut diffuser sur le net, vrai ou faux, et le manque de recul que l'on peut avoir par rapport à ces informations qui sont diffusées en permanence. Ce que je trouve intéressant sur Internet, c'est que la rumeur devient une information. C'est-à-dire qu'on sait parfaitement que quelque chose est faux, ou du moins est douteux, est une rumeur, mais le simple fait que ça fasse un buzz, ça devient une information en soi. Et donc, puisque le buzz devient une info, ce qui avant était une rumeur qui se diffusait dans les cafés, dans les rues, voilà, mais dont on n'avait pas moyen de le mesurer, de le quantifier en nombre de clics, en nombre de références, tout d'un coup devient quantifiable et devient de l'info. Si je lance demain une rumeur et qu'elle prend, en soi, ça devient quelque chose. Voilà. Et dans un monde où c'est une banalité de dire que l'information est quasi le nerf de la guerre, de toute guerre, d'une guerre réelle, d'une guerre imaginaire, le jeu de la rumeur est d'autant plus fort. Voilà. On a vu lors des récents conflits militaires que les armées avaient appris à contrôler les journalistes et essayaient toujours de le faire. Ce qui m'intéresse, c'est que dans une guerre virtuelle, on va essayer de contrôler la rumeur et on va jouer avec et on va l'utiliser comme une arme. Et quand on utilise la rumeur comme une arme, c'est parfois, je dirais, ceux qui ont le plus d'humour ou le plus d'imagination qui ont la capacité d'en sortir vainqueurs. On en revient à la notion du jeu, qui est centrale chez vous. On en revient à la notion du jeu. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Comment des gens qui s'amusent dans un univers très sérieux, souvent sont brillants, et que le risque intervient au moment où eux-mêmes prennent au sérieux leur jeu, où ils gagnent un esprit de sérieux et où du coup ils sont plus drôles du tout. Voilà, je pense qu'il y a un engagement dans le réel de certains personnages, et notamment de César Diaz, qui est sous la forme du jeu. Je m'amuse de tout, je me moque de moi, je me moque de vous, je me moque des institutions, qui en fait un personnage à la fois sulfureux et extraordinairement séduisant. Et puis, il y a un moment où d'autres prennent au sérieux ce que lui présente comme un jeu, où on finit par se demander si lui-même ne prend pas au sérieux son jeu, et là où il devient un personnage peut-être plus sombre et inquiétant. Ce qui est aussi au cœur de votre roman, on a beaucoup parlé là de rumeurs, c'est justement le fait que ces rumeurs, n'importe quelle information, même parfois la plus ténue, immédiatement peut être reprise
disséminer, vous déployez à un moment l'expression de dissémination virale pour parler de cela, et qui entraîne en même temps une absence de recul, et toujours il faut vivre dans le moment présent. C'est ce qui se passe avec vos personnages, ils passent leur temps à prendre des décisions hyper rapides face à des actions qui, quelque part, les dépassent par leur rapidité. Oui, dans le roman, en fait, on a une dizaine de personnages dont on suit la voix intérieure à un moment ou à un autre du roman, et la plupart de ces personnages sont dans la réaction. Dans la réaction parce que quelque chose survient, assez souvent sur l'écran, et qu'il faut réagir immédiatement. Pour bloquer une propagation, pour réagir, exactement comme on réagit à une épidémie en fait. Et c'est ça qui m'intéresse dans la vie par rapport à Internet, c'est qu'à un moment, il faut soit se prémunir de quelque chose, soit suivre le mouvement, bref, réagir à quelque chose qui vient de l'extérieur. Alors, on a des snuff movies, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est virtuel? Chacun va réagir à ce film différemment. On a l'organisation de jeux réels dans la vie, dans nos rues, qui ressemblent quand même sacrément à des jeux vidéo, et dont on peut se demander si les armes sont réelles ou virtuelles. On a des accusations de terrorisme qui tiennent à des images qui sont diffusées et qui mettent en cause des gens. Bref, on a tout un panel de choses qui vont faire que les personnages sont au cœur d'un thriller, mais en même temps, on a une obligation de réagir sans penser. Voilà. Et j'ai 2 ou 3 personnages qui refusent cette urgence et pensent. Ce qui en fait des personnages moteurs du roman, ou au contraire des personnages contemplatifs, qui regardent le réel se dérouler sans eux, mais qui en définitive s'extraient de l'urgence. Ça m'intéresse de s'extraire de l'urgence. Je trouve que ça en fait des personnages qui sont éventuellement plus riches, plus méditatifs, et qui, quand ils rentrent dans l'action, ont les armes pour le faire. Votre roman s'ouvre donc, nous le disions auparavant, sur cette scène très forte de rêve de Sixtine, qui est une jeune adolescente belge, et qui va servir en fait dans ce premier volume en quelque sorte de fil conducteur à travers ce qu'elle écrit sur le net, à la fois sur sa face publique de DKB, mais aussi et surtout quelque part sur la face nocturne. Ouais, Sixtine, c'est une jeune fille qui a beaucoup de mal à sortir des rêves qu'elle traverse parce qu'elle souffre de pathologies, hein, de troubles du sommeil absolument effrayants, et donc elle est extraordinairement influencée par des images qu'elle voit la nuit. Ça me paraissait une façon intéressante de parler du rôle de l'imaginaire sur la vie, et puis également du rôle des images qu'on voit sur notre vie. Voilà. Sixtine, c'est une jeune fille qui, tout au long du roman, va être manipulée. Elle va être manipulée par 3 ou 4 personnes différentes, parce qu'elle rêve, parce qu'elle séduit, parce que certains l'aiment, que d'autres ont envie de jouer avec cet amour-là. Et du coup, c'est un personnage qui est réduit par les autres au rôle de marionnette, qui va se rebeller par rapport à ça sans forcément en avoir les moyens, parce qu'elle a 15 ans et elle affronte des adversaires, que ce soit la police, que ce soit les réalisateurs de snuff movie, ou que ce soit d'autres, et notamment César Diaz, qui sont infiniment plus puissants et plus retors qu'elle. Voilà. Mais elle réussit à traverser... je ne vais pas raconter la fin du roman. Hein. Ah non, il ne faut pas spoiler. Mais elle réussit à traverser au moins les 2 premiers tiers de l'histoire en survivante. Elle survit à ses cauchemars chaque nuit.
et elle essaye de survivre au rêve. Enfin, elle survit difficilement parce qu'elle craint ces rêves qui sont prémonitoires. Oui, elle rêve de choses qui arrivent. Elle a rêvé la mort de proches qui sont morts dans les 2 ou 3 jours. Donc ensuite, à chaque cauchemar, au réveil, elle se demande si, cette fois, le cauchemar deviendra réel. Elle se le demandera d'autant plus que certains commencent à jouer avec ses cauchemars et se piquent au jeu de réaliser les crimes qu'elle rêve. Elle va se rendre compte que sur Internet, il y a des gens qui mettent en scène ces cauchemars et qui semblent les mettre en scène de telle façon qu'on peut se demander si des crimes n'ont pas été commis. Sachant que un cauchemar sur 2 pour Sixtine se termine par sa propre mort, ce qui, quand on sait que certains réalisent ces cauchemars, est un peu angoissant pour elle. Je suis un peu inquiet pour elle. Il y a aussi cet ami de Sixtine, camarade de lycée, Théo Chaplin, qui lui est un vidéaste de génie et dont au cours du roman, d'autres aspects de sa personnalité vont se révéler. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Alors des autres aspects, non, parce que là ça serait vraiment gâcher la surprise au lecteur, mais Théo c'est un personnage qui est très étonnant aujourd'hui, puisqu'il lui arrive de sortir sans smartphone, ce qui est la transgression ultime. C'est un personnage qui effectivement réalise des films, on en croise sur internet des gens dont on se dit ce sont des génies et ils ne le savent pas. Effectivement, il a un don pour créer des images. Il a aussi un autre don, c'est l'empathie, c'est la capacité pour Sixi à être un vrai ami, c'est-à-dire à souffrir des souffrances de Sixi, à savoir que ces nuits sont terribles et à vouloir l'aider à les porter. Il se trouve que Théo a 17 ans, Sixi 15, et que quand une amitié d'une telle beauté naît, elle va forcément receler aussi des ambiguïtés. Et Théo va devoir traverser le roman en essayant de gérer, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot, son amour pour Sixi, et en essayant de le déclarer via le web, via le Dreamcatcher Book, par différents artifices. Il est moins doué pour l'amour que pour les films. Un autre personnage très attachant dans Réseau, c'est le personnage de Justine, qui est une adolescente à la fois extrêmement intelligente et brillante, et en même temps, et peut-être à cause de cela, extrêmement tourmentée. Oui, Justine, elle est engagée dans son époque, contrairement à Sixi et Théo. Elle est engagée, y compris dans un mouvement politique qui secoue le monde étudiant et lycéen. Elle est confrontée à l'absence de son père, qu'on suit aussi, qui est le commissaire Fanelli, qui était un homme violent, alcoolique, qui a dû de ce fait être éloigné de sa famille. Et elle n'a de lien avec lui que le plus souvent via les réseaux sociaux. Non pas qu'elle s'adresse à lui, mais parce qu'elle sait qu'il la surveille de loin. Et c'est... moi, c'est des scènes que j'ai aimé écrire. C'est ces scènes où elle met en scène sa vie, non pas pour un public qui serait le public de ses amis, mais pour un absent à qui elle peut donner de ses nouvelles comme ça. Voilà, ça c'est un personnage que j'ai aimé planter. Et puis ensuite, Justine, qui au départ n'apparaît que sur le Dreamcatcher Book, va apparaître dans le réel et va se retrouver confrontée à une extrême violence parce que des gens cherchent à nuire à son père. Et du coup, cet absent devient à la fois la cause de son malheur et sa seule espérance, parce que si un homme peut la sortir
de la violence à laquelle elle est confrontée, c'est bien le commissaire Fanelli. Voilà. C'est donc un personnage qui se retrouve, Justine, avec un père à la fois absent, un père pour qui elle fait des choses parce qu'elle sait qu'il la regarde de loin, et en même temps à la fois un poids et un recours. C'est intéressant. Oui. Il y a une très grande... Il y a en permanence cette ambiguïté dans les sentiments. Oui, mais parce que je pense que les relations entre ces deux personnages sont forcément ambiguës. Ce que j'ai aimé raconter, en fait, avec Justine et Fanelli, c'est deux personnes qui s'admirent, alors que l'une a 50 ans et l'autre 15. Et je crois que dans les relations entre un père et une fille, il peut y avoir une admiration mutuelle, parce qu'on est les uns et les autres confrontés à une époque qui n'est pas facile, et que voir les stratégies de l'autre pour s'en sortir, c'est touchant. C'est une admiration mutuelle, et en même temps un agacement extraordinaire, mais qui n'est pas l'agacement qu'on nous vend sur les ados et les adultes, qui est un agacement d'égal à égal. Voilà. Mais pourquoi fais-tu ça? Pourquoi fais-tu comme ça? Pourquoi est-ce que tu plantes ta vie? Et la question, elle est davantage posée par Justine à son père que l'inverse. Réseau est surtout dominé par une figure absolument extraordinaire, c'est celle de César, ou alors, comme il est catalan, je pense que je le prononce à la française, donc très mal. César. César. Moi je dis César sans certitude, je ne parle pas le catalan. Mais voilà, pour moi c'est César Diaz, alias Nadawan. C'est un personnage effectivement extraordinaire, extraordinairement envahissant. J'avais pas prévu, quand j'ai commencé d'écrire Réseau, qu'il prendrait toute la place du roman. Je crois qu'il ne la prend pas complètement, qu'il y a d'autres personnages qui existent. Mais lui est fascinant. Pourquoi? Parce qu'on peut se demander s'il est fou. On peut se demander s'il joue ou s'il est sérieux. On peut se demander s'il est dans la vengeance ou dans la mise en scène de la vengeance. On peut se demander s'il sait ce qu'il fait ou s'il suit ce qu'il fait. Bref, c'est quelqu'un qui a la capacité à transformer le réel. C'est quelqu'un qui a la capacité à le rendre plus ludique, mais également beaucoup plus inquiétant. Et c'est quelqu'un qui, quand il se lance dans une sorte de guerre, parce qu'il faut bien appeler les choses comme ça, a la capacité à la fois à porter des coups à l'ennemi tout en rendant l'ennemi ridicule. C'est donc un animal extraordinairement évolué dans le monde actuel, puisqu'il met les rieurs de son côté. Et moi le premier. Voilà. Après, César, c'est quelqu'un qui est ambigu, dont j'aime les ambiguïtés, dont je ne peux pas dire encore aujourd'hui comment il va finir. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il va basculer d'un côté, je ne sais pas de quel côté il va basculer, et je ne sais pas comment ça va finir. Je suis aujourd'hui dans le début de l'écriture du tome 2, je prends un immense plaisir à le retrouver, et je ne sais pas du tout où il va m'emmener. Ce qui est très plaisant pour un romancier. César, finalement, à travers tout le roman, est l'illustration parfaite du fait qu'entre génie et folie, la frontière est parfois infime, et on ne sait pas à travers... C'est un homme de génie, et en même temps, est-ce qu'il n'est pas complètement fou? C'est une vraie question. César, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître par une application qu'il a vendue alors qu'il avait 22 ans, par un coup marketing de génie, qui l'a rendu millionnaire, et donc désormais la question de sa subsistance ne se pose plus, et la question des moyens pour jouer ne se pose plus. Ensuite, César, c'est quelqu'un qui
qui est capable de convoquer plusieurs centaines et éventuellement plusieurs milliers de personnes pour jouer sur l'espace public, sans qu'on sache toujours si ce jeu est dangereux ou pas. Parce que c'est des jeux qui jouent à main armée. Reste à savoir si l'arme est réelle ou factice. César, c'est encore quelqu'un qui est capable de s'attaquer à toute institution en montrant le ridicule. Il emmène derrière lui des clowns noirs qui aiment beaucoup ridiculiser tout ce qui ressemble de près ou de loin à du pouvoir. Et en même temps, César est conscient de son ambiguïté, c'est-à-dire qu'il se revendique anarchiste, mais en même temps il se revendique souverain dans le royaume d'anarchie, ce qui est quand même un paradoxe, sinon un oxymore. Il porte même la couronne. Il porte la couronne, il se revendique le premier roi du royaume d'anarchie. Donc c'est un bouffon, mais dont on ne sait pas s'il est bouffon par jeu, pour donner un sens, éventuellement, ou par pure folie, par pure schizophrénie. Ce qui est sûr, c'est qu'il, même schizophrène, il est capable d'entraîner derrière lui un groupe de jeunes gens, les clowns noirs, qui eux sont tout à fait compétents en matière à la fois de clandestinité, de violence potentielle, mais aussi d'humour. Merci beaucoup Vincent Villeminot pour avoir accepté de discuter avec moi de ce premier tome de Réseau, et je vous laisse le mot de la fin. Voilà, puis je donne rendez-vous aux lecteurs en librairie à la fin de l'été. Je me suis vraiment beaucoup amusé à écrire Réseau. J'espère que vous prendrez le même plaisir à le lire. Je pense que vous traverserez des moments d'angoisse aussi, et ça me réjouit tout à fait. À très bientôt.